Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique et cofondateur d'Option Nationale. Il revient sur les malheurs qui s'abattent sur le Parti québécois et nous livre quelques réflexions préliminaires sur certaines idées du livre de Jean-François Lisée intitulé « Qui veut la peau du Parti québécois » va sortir le 18 mars prochain. Mais tout d'abord, Jean-François Thibault nous parle du dernier texte de son texte paru sur son blog du Huffington Post Québec, une analyse de la crise énergétique canadienne qui n'est pas que le problème de l'Alberta, mais le nôtre aussi. Ils nous mettent en garde contre nos discours vertueux sur l'environnement et nos vieilles postures de victimes. Bonjour, Jean-François Thibault. Bonjour, M. Trottier. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Votre texte dans la Huffington Post, j'imagine que ne vous a pas valu que de fervents amis. Non, je vous dirais, sur les médias sociaux, souvent ce sont les gens qui sont surtout contre ce que l'on émet dans l'espace public qui vont réagir le plus. Les gens qui sont d'accord ne vont se contenter souvent que de dire j'aime donc sur nos statuts et sur nos textes. Donc effectivement, j'ai reçu, mais je suis quand même content parce que même si j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs suite à mon texte, je suis content d'en avoir eu beaucoup, somme toute, ce qui veut dire que ça laisse pas les gens indifférents, à tout le moins. Alors justement, dans ce texte-là, vous dites, nous on fait de l'énergie hydroélectrique, elle est propre. Les Albertains, c'est du sable, c'est du pétrole, des sables bitumineux, et c'est de l'énergie sale, pour reprendre la jolie expression de notre Premier ministre, François Legault. Oui. Et les choses sont un peu plus grises que ça? C'est-à-dire qu'on produit certes beaucoup d'énergie renouvelable au Québec. On est l'un des endroits dans le monde où on produit en proportion probablement le plus d'énergie renouvelable en ce qui a trait à notre électricité. Ceci étant dit, on consomme encore beaucoup d'hydrocarbures. Il y a un rapport là, de la chaire de gestion de l'énergie d'HEC Montréal qui est sorti récemment qui disait en plus que notre consommation d'hydrocarbures est en croissance. Ah bon? Oui, et c'est dû au fait que depuis quelques années, il y a plus de VUS que de voitures qui sont achetées au Québec. Donc, souvent, nos comportements réels ne sont pas le reflet de nos discours. Allons en Alberta une seconde. Vous connaissez bien l'Alberta, vous y avez travaillé quelques années, je pense. Vous connaissez bien le monde, et notamment le monde politique albertain. Le monde politique, oui, quand même un petit peu. Le monde des affaires, surtout. Oui. J'ai fait du développement d'affaires pour quelques organisations qui devaient développer justement des affaires dans cette province-là. Donc, j'y ai été depuis, je veux dire, je n'y ai jamais vécu, transparence, là, mais j'ai quand même, depuis quelques années, des amis là-bas et des contacts d'affaires avec qui j'entretiens de bonnes relations, oui. Ça va mal en Alberta, le prix du pétrole a chuté. Au Québec, on ne veut pas d'oléoduc. Le projet Trans Mountain, a été racheté par le fédéral. Ça brasse beaucoup là-bas. Alors j'imagine que les Albertains nous regardent, les Québécois, avec un brin de scepticisme, pour le dire gentiment. C'est-à-dire que la situation en Alberta... présentement, elle est assez précaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... le chômage chez les jeunes augmente. Il y a beaucoup de désarroi, en particulier justement chez les gens qui essaient de se construire un avenir au sein de cette province-là. Tout a commencé vraiment à partir du moment où les cours du baril de pétrole se sont mis à descendre. On parle de 2014-2015 environ. Ça s'est mis à aller très mal. Il y a eu des licenciements dans le secteur de l'énergie. Je crois que c'est au-delà de 100 000 personnes, 100 000 professionnels qui ont perdu leurs emplois dans ce secteur-là depuis que justement le cours du baril de pétrole s'est mis à diminuer. Il y a également eu des blocages en ce qui a trait au projet d'exportation des ressources. On parle de projet pipelinier ici. Ils ont tous eu des problèmes, que ce soit à l'ouest, à l'est ou au sud. Ils ont tous été ralentis, voire bloqués. Donc, les griefs s'accumulent en Alberta. Au Québec, financièrement, on est la province vertueuse du Canada. Alors, il y a plusieurs autres considérations qui se greffent à ça. Donc, on est la plus vertueuse, mais on reçoit 70% de la péréquation du fédéral à laquelle participe l'Alberta. Et ça, ils l'ont travers de la gorge. On peut le comprendre, j'imagine, on va en reparler. Il y a aussi des questions d'ordre historique. L'Alberta, l'Ouest en général, a toujours été un peu négligé par le fédéral, quoi qu'on puisse dire au Québec.
Oh non, non, c'est certain. À une certaine époque, en fait, à la fondation de la Saskatchewan et de l'Alberta, 1905, ça? oui, en 1905, en fait, il y avait pour projet dans l'Ouest, bien que ça faisait pas l'unanimité, là, je tiens quand même à le préciser, mais il y avait un certain monsieur Autain, originaire de Montréal, a fait ses études en Ontario, qui est un des pères fondateurs de l'Ouest canadien, qui voulait fonder ce qu'on appelait la Province of Buffalo. Vous parlez de Frederick Halton. Oui, c'est ça, D'accord, exactement. Et en fait, c'est un homme qui a voulu fonder une province. En fait, il voulait fonder une province qui aurait, grosso modo, là, existé et qui aurait englobé les territoires de la Saskatchewan, de l'Alberta, une partie des territoires du Nord-Ouest. Oui. Donc, ça aurait été une grande province de l'Ouest et il y avait visiblement une grande vision puis de grands projets pour ce nouvel espace qui s'ouvrait pour le Canada. Il faut quand même préciser que les Oblats de Marie-Immaculée, les Métis, les francophones étaient là avant cette vision aussi. Hein? Oh oui. Il y avait ça. Hein? Alors, on est sous le règne de Sir Wilfrid Laurier qui, lui, va dire non. C'est ça. Et en fait, il va dire non à M. Haltain. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait fonder la Saskatchewan et l'Alberta, deux provinces plutôt qu'une, évidemment dans le but de garder une certaine prépondérance politique à l'Ontario et au Québec. Sautons un petit peu dans le cadre historique, encore une fois. Sous Pierre Elliott Trudeau, il y a le programme énergétique national pour contrer, en principe, je pense, les chocs pétroliers de 73 et 79, non? Et encore une fois, ça se fait sur le dos de l'Alberta, c'est vrai? Ben, c'est qu'il y a le programme énergétique canadien qui est mis en branle à partir de ce moment-là. Ouais. On vend en fait, on va faire en sorte de faire profiter ce programme-là surtout les provinces de l'Est au détriment des provinces de l'Ouest. À tout le moins, c'est comme ça que c'est perçu. Oui. Et puis finalement... C'est perçu là-bas, en tout cas. Oui, c'est ça, exactement. Oui, et ça fait très grande polémique, tellement que finalement, M. Mulroney, lorsqu'il fait campagne dans l'Ouest, justement, en disant que s'il est élu, il va abolir le programme. Ce qu'il fait, effectivement, une fois au pouvoir. Bon, alors, on arrive maintenant aujourd'hui, et l'heure est à la vertu énergétique. Au Canada, on est pro-énergie propre. J'espère qu'il n'y a pas d'Albertains qui nous écoutent. On est pro-autochtone, on est pro-environnement, etc. Le pétrole, ça vient, ça jure avec tout ça, non? Ben, en fait, tout dépend de la vision qu'on a du Canada. Le Canada a quand même la 3e réserve mondiale de pétrole dans le monde. Là. On est une puissance énergétique. Alors, je veux dire, il y a seulement le Venezuela et l'Arabie saoudite qui ont plus de pétrole que nous. L'Irak en a moins? L'Irak en a moins en termes de réserves prouvées. Le Koweït en a moins. Oui. Les États-Unis en ont moins. Oui. Ce qui ne les empêche pas, à partir de cette année ou l'année prochaine, de devenir un exportateur net de pétrole. Effectivement. Et le pétrole n'est pas concentré qu'en Alberta. Il y en a au large de Terre-Neuve. Il y en a certainement dans le Grand Nord. Enfin, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout, sauf que 98% des réserves de pétrole canadiennes se trouvent dans les sables bitumineux de l'Alberta. Donc, oui, il y en a un peu partout, mais on parle un faible 2% qui serait éparpillé sur l'ensemble du territoire canadien. 98% des réserves se trouvent en Alberta. Donc, elles se retrouvent enclavées au milieu d'un territoire et qui, pour avoir accès aux marchés internationaux, doit trouver des moyens de l'exporter, que ce soit les pipelines, les trains. Et la raison en est fort simple, c'est que pourquoi est-ce qu'on veut tant avoir accès aux marchés internationaux? C'est que présentement, les voies d'exportation sont surtout concentrées vers les États-Unis et il y a 2 cours pour le baril de pétrole. Il y a le Brent, ou le prix, si vous voulez, international, et le WTI, qui est le prix, on va dire, continental nord-américain. Et en fait, généralement, et là je fais des résumés parce que, bon, pour la cause, là, mais c'est-à-dire que généralement, le WTI est plus bas d'environ 5 à 10 $ du baril de pétrole. Donc, et déjà que le baril est moins cher, le WTI est encore moins cher alors. C'est exactement ça. Et l'Alberta qui est en déficit, il y a eu les incendies du Fort McMurray, l'Alberta qui paie de la péréquation, enfin, n'en jetez plus, la cour est pleine en un sens. Oh non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait présentement au Canada, c'est qu'on vend l'une de nos richesses naturelles principales à rabais. On la vend à rabais aux États-Unis présentement. Et en fait, pendant ce temps-là, ce qui est paradoxal, c'est comme on est un grand pays et qu'il n'y a pas des infrastructures nationales d'ouest en est pour que les provinces de l'Est consomment le pétrole produit dans l'Ouest, ben, les provinces de l'Est, pendant qu'on vend dans l'Ouest le pétrole à rabais aux États-Unis, importent, elles, du pétrole au prix international. Donc, on est vraiment, si vous voulez... On joue mal nos cartes.
Absolument. Ben, dans une perspective canadienne, il est clair qu'on aurait tout intérêt à promouvoir la construction d'infrastructures. Là. Jean-François Thibault, dans votre texte du Huffington Post qui a beaucoup fait réagir, vous dites aux Québécois, attention, c'est pas parce que vous avez de l'énergie propre que vous pouvez vous asseoir sur votre steak et dire nous sommes les meilleurs, on est vertueux, puis notre province est excédentaire et tout le tralala. Je veux dire, ce qui se passe en Alberta maintenant, c'est Rachel Notley qui dirige un gouvernement NPD, mais ils vont en élection, je pense, en mai prochain, et il est fort probable qu'elle se fasse détrôner par Jason Kenney, c'est un ancien ministre de Harper, qui lui dirige le Parti conservateur. Oui, c'est le United Conservative Party. Bon, ouais. Et lui, il a quelques idées derrière la tête. Et nous, on ne s'en méfie pas. On n'y pense pas, en tout cas. C'est-à-dire qu'il est en train de monter un mouvement extrêmement important en Alberta. Si la tendance se maintient, là, il devrait battre à plate couture là, le gouvernement de Rachel Notley, le NPD, aux prochaines élections provinciales en Alberta qui auront lieu en mai. Ouais. Et bon, une fois ce gouvernement-là élu, ça pose problème pour le Québec pour deux raisons. La première, c'est que c'est un gouvernement qui va recevoir un signal extrêmement fort. Il va être élu probablement avec une forte majorité et avec un discours, sans dire belliqueux, mais avec un discours quand même très affirmatif de l'identité puis des intérêts de l'Ouest canadien. Qui sera un discours contre le Québec ou ce sera un discours pour l'Alberta? Je vous dirais, j'aimerais dire que c'est pour l'Alberta strictement, mais il y a un peu des deux. C'est-à-dire que dans l'Ouest canadien, il y a un discours qu'on entend de plus en plus et qui est accentué par la crise présentement qui a cours avec SNC-Lavalin. Là. C'est finalement le discours qu'on entend, c'est le Québec reçoit beaucoup de la péréquation, ne joue pas son rôle au sein de la fédération comme il le devrait. Finalement, c'est un bébé gâté qui se plaint de la bouche pleine et qui ne contribue pas à aider les autres provinces à se sortir d'un merdier, alors que finalement, l'Alberta et les provinces de l'Ouest contribuent au développement économique canadien depuis au moins les 10 dernières années. Ça a été le moteur du Canada économiquement. Et là, présentement, ils auraient besoin de notre aide à certains égards et on la leur refuse. Pour cause de vertu. Pour cause de vertu. Il y a aussi une chose, on peut faire dire les chiffres aux chiffres ce que l'on veut, parce que je pense, c'est dans votre texte ou ailleurs que j'ai lu que depuis 1957 que la péréquation a été inventée, on n'a jamais mis un sou au Québec dans ce programme-là. Ce sont les autres qui ont mis de l'argent dont nous on a profité. Bon, ça c'est une vision des choses, mais les Québécois vont dire, oui, mais nos impôts payent pour ci et pour ça, et puis nous on perd ceci et on perd cela, etc. Je veux dire, on peut faire parler les chiffres dans un sens comme dans l'autre. Oui, faisons une nuance. Oui. Les Québécois contribue à la péréquation. Tout le monde, finalement, met de l'argent dans un même pot, là, si vous voulez, mais c'est qu'à la fin de l'année, ce qui se passe, c'est que les gens qui, au Canada, sont les plus pauvres, les provinces qui sont les plus pauvres en termes de revenus, là, reçoivent de la péréquation. Et le Québec va en recevoir cette année 13 milliards. C'est 70% du pot. C'est beaucoup. C'est énorme. En fait, les seules provinces... Évidemment, il y a des gens qui m'ont répondu, oui, vous savez, il faut diviser ce nombre-là par la population de la province. Et là, c'est pas si pire que ça si on prend le montant par personne. Je comprends, mais il faut savoir que le Québec est la seule province majeure au Canada à en recevoir autant. Là. Le Manitoba en reçoit un tout petit peu, mais je veux dire... Le Québec se compare finalement à... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est bien la seule fois où on va entendre des gens vouloir comparer le Québec au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse. Là. Sans offense aux provinces maritimes là, qui sont... Mais je veux dire, c'est quand même... Le Québec ne se compare pas ou ne devrait pas se comparer en termes économiques à des provinces comme celle-là. Effectivement. Jean-Françoois Thibault. Alors, Jason Kenney... j'ai l'impression que vous me parlez de l'Ouest. L'Ouest, c'est en général les trois provinces. La Colombie-Britannique, c'est pas l'Ouest, en fait. C'est l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, non? Oui, sauf que la Colombie-Britannique, elle ne jouit pas des ressources pétrolières et je vous dirais que la population en Colombie-Britannique est fort divisée sur à savoir est-ce qu'on devrait supporter ou pas l'industrie pétrolière albertaine. Si on est à l'ouest des Rocheuses, on est contre. Si on est à l'est des Rocheuses, on est pour. C'est plus nuancé que ça. C'est plus nuancé? Oui, en Colombie-Britannique, quand même, il y avait un soutien, je vous dirais qu'il y a un soutien plus important à l'industrie pétrolière qu'il y en a au Québec. Ça, c'est clair.
évidemment que sur la question, ils sont fort divisés et ils font valoir leurs intérêts, je veux dire, provinciaux, puis c'est tout à fait compréhensible. Sauf que, comment dire, pourquoi est-ce que la situation est différente? Je pense que c'est une question, comment dire, c'est une question d'enjeu, mais sur le plan de la péréquation, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, je veux distinguer deux choses. Sur le plan de l'industrie pétrolière, certes, il n'y a pas un appui comme il y en a en Alberta et en Saskatchewan pour l'industrie pétrolière. Par contre, sur le plan de la péréquation, la Colombie-Britannique est une province riche. Elle paye de la péréquation et n'en reçoit pas dans le moment. Et donc, sur la question de la péréquation comme telle, si Jason Kenney, par exemple, en venait à rouvrir ce débat-là, eh bien, il trouverait dans la Colombie-Britannique un allié et non pas un adversaire. Alors justement, on pressent Jason Kenney, le conservateur, pour remplacer Rachel Notley à la tête de l'Alberta en mai, et il a déjà fait savoir ses intentions, c'est-à-dire que quand je serai, si on peut dire quand je serai élu, je vais rouvrir ce dossier de la péréquation et je vais créer, je le ferai de façon légale et je vais faire un référendum là-dessus, un référendum albertain. Oui. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et les autres provinces vont peut-être suivre, etc. Et puis il y aura un bloc de l'Ouest qui va ensuite aller taper chez Bill Morneau et dire « Rouvrez les questions ». C'est-à-dire que ce qu'ils vont demander de prime abord, c'est des marchés d'exportation. C'est la solution qui est la meilleure pour eux. Et je pense qu'ils ne feront un référendum sur la question de la péréquation que si finalement les marchés d'exportation et les projets d'exportation ne fonctionnent pas. Il faudra d'abord déboucher le projet Trans Mountain. Il faudrait que le Québec dise oui. Sauf que nous, on a déjà eu le lac Mégantic. On n'a pas oublié ça. La tragédie du lac Mégantic, ça, c'était des trains, évidemment. C'était pas un oléoduc. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de blocages. Alors, venons-en à l'attitude du Québec. On ne peut pas parler au nom de la Colombie-Britannique ou des autres, évidemment. Les Québécois se disent, on est vertueux, on est gentil, on est financièrement, maintenant, ça va bien, on est la province qui s'en sort le mieux pour l'instant. On peut leur faire un pied de nez aux Albertains et nous sommes assis sur notre vertu et nous sommes inattaquables parce que nous sommes vertueux. Je crois que c'est ce que vous dites dans votre texte et vous dites, attention les Québécois, soyez réalistes parce que Jason Kenney peut être dangereux pour vous. C'est ça? Absolument. C'est que sur la question de la péréquation, il va avoir Scott Moe de son côté, qui est le premier ministre de la Saskatchewan. Oui. Le premier ministre le premier ministre du Manitoba s'est montré plus mitigé, mais bon, le Manitoba ne serait pas affecté par un changement drastique là, en ce qui a trait à la péréquation. L'Ontario, présentement, non plus. La Colombie-Britannique, non plus. Donc, finalement, le Québec, parce qu'il refuse, finalement, de voir les rapports de force au sein de la Fédération canadienne se construire contre lui, finalement, court un grand risque. Et c'était essentiellement ce que je voulais présenter dans mon texte. Pour être franc avec vous, je ferai un rappel peut-être un peu trivial, là, mais au Québec, là, on est Canadien. On fait partie du Canada présentement, et jusqu'à preuve du contraire. Et comment est-ce que je dirais bien ça? Je trouve qu'on néglige notre connaissance et nos rapports avec le reste du pays. C'est comme si ça n'existait pas et que ce n'était pas important. C'est de solitude, c'est toujours comme ça. Même les Canadiens anglais ne savent rien du Québec. Je veux dire, on est deux peuples, on a été rapaillés ensemble à raboudiner, puis voilà. Vous parlez vous-même d'un pays mal bricolé. Oui, c'est vrai pour plusieurs raisons. Sauf que, comment dire, ce n'est pas tout de dire ça. C'est-à-dire que, oui, il existe la mystique canadienne, je vous dirais, elle est un peu mal foutue. C'est pas un pays qui est unifié sur le plan culturel, linguistique non plus. Ceci étant dit, il y a la réalité des choses. Il y a une tension moyen-fin qui existe aussi, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Le Québec a intérêt à s'intéresser au reste de la fédération. En fait, c'est pas un cri du cœur que vous lancez, c'est carrément un mariage de raison et vous dites soyez réalistes. Absolument. C'est une question de réalité politique et de rapport de force et c'est extrêmement concret. C'est-à-dire que, et je trouve qu'au Québec, on est pas mal bon pour s'inventer des histoires compensatoires et puis rêvasser à des choses qui sont complètement irréalistes et qui finalement nous empêchent de réfléchir aux enjeux concrets qui se trouvent devant nous. Et si on fait fi de la réalité, elle s'abattra sur nous de manière implacable. Sous quelle forme? Plus de péréquation? C'est-à-dire que... En 30 secondes. En 30 secondes. Quelles sont les catastrophes qui vont nous pleuvoir dessus? C'est-à-dire que le Canada, oui, pourrait peut-être revoir la formule de la péréquation éventuellement
Mais Bill Morneau a dit que la porte était fermée pour les 4 prochaines années. Oui, mais il y a des élections provinciales en octobre. Oui. Et je veux dire, si tout le reste du pays se ligue contre le gouvernement fédéral et contre le Québec, à un moment donné, il y a une question de rapport de force qui rentre en ligne de compte. Et là, le nationalisme va monter en flèche au Québec, en réaction. Peut-être. Honnêtement, comment dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que cette chicane-là, surtout dans le camp indépendantiste, là, ça va leur profiter, se frottent les mains en se disant que c'est génial. Oui, tout à fait, oui. La réalité des choses, c'est que le sentiment indépendantiste au Québec ne s'est jamais traduit par un vote indépendantiste. Et les souverainistes ont historiquement sous-estimé la difficulté de faire naître un nouveau pays en Occident, de surcroît en brisant un pays du G7. Alors, quand ils sauront comment est-ce qu'ils comptent faire pour le faire, leur pays, ils nous le diront. Pour la réalité, là, c'est le pire qu'attend le Québec, là, si on ne fait rien. Jean-François Thibault, on pourrait continuer longtemps, mais on doit arrêter. J'ai un autre invité après. On peut lire votre texte sur le Huffington Post Québec, donc sur la crise énergétique canadienne et les conséquences pour le Québec. Merci beaucoup. Merci, M. Trottier.